Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau double quart d'heure d'écho, toujours avec Gilles Raveau, maître de conf à Paris 8 Saint-Denis. Salut Gilles, toujours dans la maison de l'Île-de-France. De la Cité internationale universitaire de Paris. Un ventriloque d'exception. Exactement, c'est ça. Donc merci à eux évidemment pour leur accueil. Dans l'actu de cette semaine, de gros dossiers. D'abord, Donald Trump qui décide une baisse radicale du prix des médicaments dans son pays. Alors, une bonne nouvelle, sans doute pour les Américains, au revoir, mais quelles conséquences d'abord pour les labos pharmaceutiques, mais surtout en fait pour nous, parce que visiblement l'innovation pharmaceutique, eh bien, elle doit être payée par quelqu'un à un moment donné. Est-ce que ça va se traduire chez nous par une hausse des prix? Ouais, voire par des pénuries, ça va sans doute avoir des conséquences assez fortes chez nous, c'est assez incroyable. Donc voilà, une décision de Donald Trump, évidemment, avec des conséquences peut-être à voir chez nous. L'autre actu, c'est l'enquête sur les BMO, les besoins de main-d'œuvre, donc une enquête qui est menée par le ministère du Travail, comme chaque année. Et rapidement, c'est qu'un projet de recrutement sur deux va être difficile pour 2025. Donc pourquoi? Selon les entreprises. Selon les entreprises, absolument de bonne précision. Donc d'abord pourquoi, et surtout comment sortir de ces difficultés qui, chaque année, sont posées exactement de la même façon par l'enquête BMO du ministère du Travail. Le courrier du cœur, évidemment, je t'en ai choisi trois, mais je sais pas si on a reçu beaucoup de tendresse depuis la dernière fois. Les news insolites du cousin Gilles et bien sûr le conseil Une bonne nouvelle cette semaine, une vraie bonne nouvelle. C'est vrai, on va peut-être pas totalement tout plonger dans la noirceur. Non. Et le conseil Nous investissement. allons voyager un peu. Arrête de nous faire rêver. Et le conseil investissement de Gilles qui ne manque pas de saveur. Qui est un vrai conseil cette fois-ci. C'est vrai. Sans aucun sous-entendu. On commence avec d'abord Donald, exactement, qui est bien décidé à faire baisser les prix des médicaments vendus aux États-Unis. Il a signé en début de semaine un décret ramenant le prix des médicaments au niveau de ceux pratiqués dans les autres pays à revenus comparables. Et à la clé, selon le Figaro, à la clé, une baisse des prix de 59 à 90% pour les Américains, selon les calculs de Donald Trump. Donc il y a plusieurs questions. D'abord, première chose, au pays de la liberté économique, là, on se dit c'est quand même une façon très dirigiste. Ouais, c'est ça qui est drôle. Bon, ok. Donc ça, c'est la spécificité du marché du médicament. Et d'ailleurs, une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le médicament, c'est quelque chose qui peut être vendu sur un marché finalement? Mais toujours est-il, comme on le sait, en France, il y a des autorisations de mise sur le marché. Autant, on en a parlé avec Shine et Temu, on peut vendre n'importe quoi à n'importe qui. Autant un médicament, c'est quelque chose de très réglementé. Et donc la contrepartie de ça, c'est que comme les achats de médicaments sont en fait payés par la collectivité, on sait très bien qu'on est remboursé par la sécurité sociale. En France ou par les assurances privées aux États-Unis, mais c'est une consommation collective dans tous les cas, même si c'est un collectif qui peut être privé, une assurance privée, ça reste un collectif. C'est pas comme toi, quand tu vas acheter ta baguette de pain, il n'y a pas la sécurité sociale de l'alimentation, tu vas pas te faire rembourser ta baguette, alors que les Américains se font rembourser leurs médicaments par leurs assurances privées. Et donc, dans tous les pays du monde, il y a des négociations entre les États ou les agences de santé publiques et les laboratoires pharmaceutiques pour le prix des médicaments. Avant de s'interroger sur le pourquoi Donald Trump fait ça, sur la méthode, encore une fois, pour revenir sur le dirigisme économique, moi je voudrais juste comprendre d'abord, peut-il vraiment le faire? Et parce que j'ai lu par ailleurs qu'il menaçait, s'il n'y parvenait pas, le secteur pharmaceutique de droits de douane. De droits de douane, c'est marrant. Donc du coup, c'est absolument... Alors déjà, ce qu'on peut déjà rappeler, c'est l'ampleur faramineuse du marché du médicament aux États-Unis. C'est la moitié des achats mondiaux. C'est-à-dire qu'en argent, la moitié des dépenses de médicaments ont lieu aux États-Unis, alors que les Américains ne représentent pas la moitié des habitants de la planète, n'est-ce pas? Donc pourquoi est-ce que ce marché est si gros? C'est le cas de le dire. C'est parce que les Américains sont nombreux, 340 millions d'habitants. Cette semaine, je pense donner des vrais chiffres. Je vais essayer d'être rigoureux. Je vois que tu es sensible aux commentaires. Quand même. On essaie de progresser. Le niveau de vie par habitant est très élevé aux États-Unis. Donc l'ordre de grandeur, c'est à peu près 80 000 $ par an. De dépenses? Non, de revenus. De revenus, pardon. De revenus par habitant aux États-Unis, contre 45 000 en France. Pas loin du double. C'est complètement fou. La richesse de l'économie américaine. Et on sait que c'est des gens qui sont en très mauvaise santé, diabète, obésité. Et donc, ils consomment énormément de médicaments. Et ils les achètent très très cher parce que aux États-Unis, les compagnies pharmaceutiques ont un pouvoir politique complètement fou et donc se gavent, extorquent les gens avec tous les scandales. C'est une question majeure aux États-Unis. En 2022, Joe Biden il fait passer l'Inflation Reduction Act, la loi pour la baisse de l'inflation,
qui était une loi de soutien à l'industrie automobile américaine. Et dans cette loi, il y avait aussi justement la volonté de lutter contre l'inflation des médicaments. Et Biden, en 2024, juste avant l'élection, avec Kamala Harris, avait déjà obtenu une forte baisse du prix de vente des médicaments pour le système qui s'appelle Medicare, qui est le système public de santé, parce qu'il y a une assurance santé publique aux États-Unis, et pour les plus vieux, donc de 65 ans. Et donc en fait, oui, Trump peut baisser le prix des médicaments, oui, il va obtenir une baisse de prix, on ne sait pas de combien, les négociations vont s'engager, mais effectivement, ce qui se passe du côté des producteurs, du côté des vendeurs de médicaments, c'est qu'ils se gavaient sur le marché américain. Et pourquoi? Et ça Parce qu'il y avait une liberté absolue de... C'est de la rente, parce que c'est justement un marché qui ne peut pas être un marché. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont ta vie entre leurs mains. Donc évidemment, tu payes n'importe quel prix. Le système de la santé est complètement fou aux États-Unis. Les médecins, moi j'ai vécu aux États-Unis, ce qui me sidérait à l'époque, il y avait tous les jours, partout, des publicités pour les médicaments. En France, les publicités pour les médicaments ont très longtemps été interdites. On ne doit jamais faire une publicité pour un médicament. Aujourd'hui, il y a des publicités pour les médicaments en France. Notre pays, notre civilisation occidentale, devient complètement folle du consumérisme. Alors, parmi les raisons qu'invoque Donald Trump, c'est qu'il dit que il dit qu'en fait les autres pays se comportent en passagers clandestins sur ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire que être passager clandestin en économie, parce que c'est vraiment ça reconnaît. Et est-ce qu'il a raison? Il a raison, parce qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, alors c'est quoi déjà passager clandestin? Le même médicament est vendu 3 fois plus cher aux États-Unis que par exemple en France. Et donc le passager clandestin, c'est qu'en fait nous payons nos médicaments pas assez cher, parce qu'ils sont vendus trop cher aux États-Unis. Et donc, dans le texte de Trump qu'on mettra en ligne en dessous là, sur la vidéo, il fait appel à l'équité. Il dit il faut enfin un prix équitable pour les habitants des États-Unis. Et il a raison. Et donc, effectivement, il veut dire, il souhaite en fait que les prix augmentent en France. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la presse? C'est que le gouvernement en France, lui, met aussi la pression sur les vendeurs de médicaments, les laboratoires, en leur disant vous êtes trop chers les mecs, il faut baisser vos prix. Et donc, ça fait un moment que l'industrie pharmaceutique hurle, et il y a eu plusieurs tribunes. En avril, il y a eu 3 textes. Il y a eu une lettre du lobby pharmaceutique. Le même Les entreprises du médicament. Les entreprises du médicament, avec une jolie musique. Ils ont écrit à Ursula von der Leyen. Il y a une tribune dans le Financial Times des patrons de Sanofi et d'un autre gros labo en disant on va crever, etc. Et qui mettent très gentiment un pistolet sur la tempe de la Commission européenne et des pays européens en disant il faut augmenter vos prix d'achat parce que sinon, nous, on va partir aux États-Unis. Et alors justement, est-ce que là, encore une fois, il ne s'agit pas de défendre ce secteur, mais en fait, au fond, est-ce qu'ils n'ont pas des arguments qui sont audibles, à savoir qu'en fait, ces prix élevés leur permettent de financer la R&D qui, comme chacun sait, coûte de l'argent. Un vaccin, c'est au bas mot $1 milliard, $1 milliard. Donc, où se situe en fait, la bonne approche économique sur ce sujet? Moi, c'est un sujet qui me rend dingue parce que je pense que c'est avec l'agriculture, c'est vraiment le pire domaine économique. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, la santé est devenue un business. Et que donc, il y a des acteurs très puissants dans la société qui ont intérêt à ce que les gens soient malades. Et par contre, il n'y a aucun acteur qui a intérêt à ce que les gens soient en bonne santé. Et donc, il n'y a pas de politique de prévention. On achète tous les jours dans le supermarché des trucs absolument dégueulasses pour notre santé, qui ne devraient pas être en vente libre. Et donc là, c'est ce qu'expliquait très bien Bernard Maris, c'est le génie du capitalisme, c'est qu'il y a une boîte qui me vend un truc qui me fait grossir, puis ensuite il y a une boîte qui me vend un truc qui me fait maigrir, et puis ensuite, si je ne maigris pas, je vais faire un infarctus, je vais être soigné par un chirurgien qui va pouvoir s'acheter son 3e 4x4 et qui va être très content, puis ensuite, je vais regrossir, je vais reprendre, donc acheter des confiseries dégueulasses, puis je vais acheter un médicament anti-diabète qui ne marchera pas, puis je vais faire mon 2e infarctus, etc. Et donc là, tout au long de ma misérable vie, j'aurais fait vivre des tas de boîtes, j'aurais dépensé peut-être des centaines de milliers d'euros, remboursés par la chère sécurité sociale, alors que qu'est-ce qu'il faudrait? C'est que je sois en bonne santé. Mais en fait, il n'y a aucun acteur économique qui a intérêt à ce qu'on soit en bonne santé. Et donc, dans ce système complètement fou, les labos ont raison. Les labos ont raison, c'est ça. Et donc, on est rentré dans un système. Encore une fois, je te dis, il y a des publicités pour des médicaments. Ça ne doit jamais exister. Déjà, la publicité est beaucoup trop importante dans notre société. Pourquoi ça ne doit pas exister? Parce que tu considères que le médicament est un bien commun, enfin, il ne doit pas y avoir. Non, mais parce que tu ne vas pas consommer un médicament parce que tu as vu la pub. C'est un médecin qui doit te prescrire quelque chose. Et on sait. Moi, je suis très fan des médecins de la revue Prescrire qui expliquent qu'un très grand nombre de médicaments sont inutiles, voire nocifs.
On sait en plus que les médicaments se retrouvent dans l'eau et polluent les eaux. Les conséquences de ce que vient de décider Donald Trump sur notre économie, c'est quoi en fait? On parle de hausse et on parle de pénurie. Alors, Bah, c'est qu'en fait, est-ce que s'il peut y avoir des hausses? Est-ce qu'il peut y avoir une pénurie? Explique-nous en fait. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est, le système de la santé français qui a très bien marché pendant des décennies et qui ne marche plus maintenant. C'était un équilibre très subtil justement entre le marché et le public. L'idée, c'était de dire, on laisse les laboratoires être privés, il y a une concurrence entre eux, ils innovent, ils trouvent des super médicaments, et en fait, on va féliciter le gagnant en lui offrant le marché de dingue qu'est la sécurité sociale. Bon. Maintenant, là où ça ne marche plus, pourquoi? Pour la première raison, c'est qu'on a laissé ces laboratoires être totalement libres, et donc ils ont délocalisé comme des malades, et donc on a découvert pendant le Covid qu'on ne produisait plus aucun médicament en France. Discours magnifique du président de la République disant c'est de la folie, on va retrouver notre souveraineté. Depuis le Covid, le rationnement sur les médicaments, les pénuries de médicaments ont augmenté. Pourquoi? Parce que l'intérêt collectif, la santé publique, n'est pas l'intérêt privé des laboratoires pharmaceutiques. C'est-à-dire que les laboratoires fournissent d'abord ceux qui les payent le plus cher. Grassement. Enfin, oui, le plus cher. Et donc, ce qu'on ignore, c'est que Sanofi, comme les autres, les médicaments qui sortent dans leurs usines, ils peuvent les vendre à qui ils veulent, au prix qu'ils veulent. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation au marché français. Non, même ceux qui sont faits en France. Or, les prix en France sont plus bas. Ils sont plus bas que nos voisins européens. Donc 20% d'écart. Qui monte jusqu'à, par exemple, 30% d'écart. L'autorité de santé espagnole achète les médicaments plus chers que l'autorité de santé française. Pareil pour l'Allemagne. Il y a même des écarts qui montent jusqu'à 60% avec l'Irlande. Et donc, tu peux avoir une usine de médicaments à côté de chez toi et tu n'auras jamais ce médicament. Ou alors, il faudra que tu ailles en Irlande parce que là, tu vas le trouver. Ce que font certaines personnes. Mais alors, si je te suis bien, donc là, les entreprises du médicament, le lobby, va négocier des prix à la hausse. C'est ça, mais qu'il n'aura pas. Auprès de l'État français. Qu'il n'aura pas, on connaît l'état de nos finances publiques. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est la leçon économique de base. Le vendeur demande un prix qu'il n'aura pas. Eh bien, il y a rationnement. Ou alors, ce qui se passe déjà, il y a des médicaments. Il y a un médicament, par exemple, japonais, là, qui est disponible en France depuis quelques temps. Ils n'ont même pas demandé à ce que ce médicament soit remboursé par la Sécu. Voilà, et donc j'ai regardé, c'est un médicament où ici ça contrôle les bouffées de chaleur en cas de ménopause. Je suis assez concerné par le sujet. Et donc j'ai vu, c'est 60 € la boîte de 28 pilules. Et bien c'est vendu en fait, le marché gagne. C'est-à-dire qu'en fait ce qui est en train de se passer, comme dans tous les autres domaines, c'est que les protections collectives reculent. Et on va de plus en plus dans un monde où privatisation de la santé. Voilà, le médicament devant un bien comme un autre. Eh ben, si tu veux acheter ton médicament, ben, tu le payes et puis c'est tout. Et puis sinon, ben, tu l'as pas. Et oui, donc il n'y a pas de dans ton schéma, configuration, je vois pas de on est dans en fait, on a cette tension entre le collectif et le privé. Et donc il y a deux façons d'en sortir. Soit on rebascule, mais ce n'est pas le sens de l'histoire, vers quelque chose de complètement collectif, public, avec des laboratoires qui sont en France, des médicaments qui sont en France. Ils le sont. Très peu. Non, ils sont très peu. La production de France, 80% des médicaments en France sont importés. Donc non, avec des entreprises publiques, qui peuvent être des vraies entreprises qui font du profit, mais qui sont publiques, voilà, et à qui on fixe des objectifs de santé publique. C'est-à-dire que la santé redevient, ce que ça aurait jamais dû cesser d'être, un truc de santé publique, et pas un commerce. Donc ça, c'est la première option, c'est pas du tout le sens de l'histoire. Ou alors, et c'est ce qui se passe déjà depuis des années, on bascule vers un truc tout privé, où si tu n'as pas les moyens, eh ben, tu n'as pas accès aux médicaments. Et alors, d'accord, et pour suivre ton raisonnement, en plus, selon les affectations dont tu souffres, j'imagine le marché va s'orienter vers ce qui est plus rentable aussi. Exactement, c'est ça. Est-ce que c'est le cas déjà ou pas? Ah bah oui, alors là pour le coup, nous on a plutôt de la chance parce qu'on est un pays riche, et donc les laboratoires pharmaceutiques s'intéressent aux maladies des pays riches, comme typiquement l'obésité. Alors qu'on sait très bien que le médicament contre l'obésité, ça s'appelle les fruits et les légumes. Voilà. Mais ça, évidemment, c'est trop simple comme solution, c'est beaucoup mieux, ça a des milliards de recherches. Et d'ailleurs, ils ont trouvé un nouveau médicament qui marche super bien contre l'obésité aux États-Unis. On sait que c'est la première cause de mortalité, etc. Donc les Américains vont pouvoir continuer. Oui, à aller chez McDonald's. Sur cette tendance. Ouais. Bien. Voilà. Et ben ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Alors, on va parler d'un autre sujet. Sympa. L'autre actu, c'est bien la fameuse enquête BMO de la DARES. Alors derrière les cibles BMO et DARES. BMO, c'est donc besoin de main d'œuvre, et DARES, c'est la direction d'animation et de la recherche
et des études et des statistiques du ministère du Travail, qui chaque année en fait publie une enquête. Non mais c'est vraiment le. La DARES, c'est l'INSEE. Oui, absolument. Il faut un boulot. l'INSEE du ministère du Travail. Exactement. Il faut un boulot de dingue. Ouais. Et comme chaque année, il livre en fait une enquête qui explique les projets de recrutement des employeurs pour l'année et qui montre, comme chaque année, en fait, les difficultés d'un secteur à l'autre. Et cette année, comment dire, n'échappe pas. Non. Aux années précédentes, à la règle, on va dire, puisque là, il y a un projet sur deux qui sera difficile selon cette étude. Et dans les projets de recrutement qui sont difficiles, il y a des serveurs, aides-cuisine, agriculteurs, viticulteurs, agents d'entretien, de locaux. Donc, le hasard a voulu qu'en préparant cette émission, je cherche, et je suis tombé sur un article du Monde qui a 20 ans. Ouais. C'est vraiment, le texte n'a pas pris une ride. Ouais. C'est quoi le problème de ces projets de recrutement qui chaque année redeviennent les mêmes sujets? Est-ce que c'est un problème de salaire? Est-ce que c'est un problème de formation? Est-ce que c'est quoi le problème en fait? Et ben en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu la même problématique que le sujet précédent. Et je résumerai votre questionnement en un seul mot, monsieur Dard. C'est que c'est la question de la liberté en fait. C'est que, je vais retourner ta question. Pourquoi, alors que chacun veut faire ce qu'il veut, que chacun veut voir mener sa vie, que les entreprises veulent faire ce qu'elles veulent, pourquoi est-ce que l'économie fonctionnerait bien? Par quelle magie il y aurait une correspondance entre ce que veulent faire les adolescents et les camarades capitalistes qui veulent s'en mettre plein les poches? Il n'y a aucune raison que ça marche bien. Et donc ça ne marche pas bien. Voilà, c'est tout. Voilà. Et ben c'est terminé. Non, c'est vrai. L'émission est terminée. Ouais. Non mais je suis très sérieux. Non, en fait, je suis très sérieux. Oui, c'est que, en fait. Parce que alors, explorons quand même chaque. Alors, mettons de côté ce diagnostic, mais on va le garder quand même en tête. Mais tout à fait. Certains disent, mais il faut durcir le système d'assurance chômage de façon à ce que les Français qui sont au chômage ne préfèrent pas le chômage à la place d'un emploi, même s'il est moins qualifié, mais moins payé, etc. Voilà. Donc ça, est-ce que c'est un problème de système d'indemnisation? Ça, c'est le fantasme qui est en beaucoup de nous, c'est le fantasme de droite. On aime bien taper sur les pauvres et dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Et sur les questions du marché du travail, moi, la question que je me pose, c'est moi, comment je me comporte? Voilà. Et donc là, le premier secteur qui recrute a dit, c'est... Serveur. Benjamin, est-ce que tu veux être serveur cet été? Écoute, j'avais d'autres plans. J'avais d'autres projets cet été. Moi non plus. Ouais. C'est ça. On sait. Ensuite, être cuisine, tu veux faire ça? Non. Agriculteur. Tu veux faire agriculteur? Voilà. Bon, c'est simple. Donc voilà. Des métiers, effectivement, c'est des métiers difficiles et mal payés. Voilà, ce sont des métiers difficiles, mal payés. Mais alors, du coup, voilà, on retourne sur une autre hypothèse. Est-ce que le problème, c'est les niveaux de salaire, par exemple? Est-ce que le niveau de salaire peut expliquer que ces métiers, ces emplois ne trouvent pas preneur, du coup? Non, mais en fait, c'est la limite, pour être sérieux, mais j'étais sérieux aussi tout à l'heure, mais pour être sérieux différemment, c'est vraiment la limite de l'économie. C'est que ce que nous disent, quand on discute avec des patrons que je croise régulièrement sur BFM, c'est que, évidemment, le plus compliqué dans la vie, c'est l'humain. C'est-à-dire que dans le fantasme des hauts fonctionnaires qui ne connaissent pas le marché du travail parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que de chercher du travail, ou dans le fantasme de mes collègues économistes qui ne savent pas ce que c'est que le marché du travail parce qu'ils ne sont pas sur le marché du travail, on peut s'exciter sur le niveau des allocations chômage. Mais en fait, tous les métiers sont difficiles. Et pour que les gens restent, pour que les gens soient productifs, pour que les gens soient efficaces dans leur métier, tous les employeurs le disent, il faut que les gens soient correctement traités. Par exemple, un exemple que je vais donner, c'est McDonald's. McDonald's, depuis qu'ils sont en France, on ne le sait pas, ils proposent des emplois en CDI, pas en CDD. Parce qu'ils savent que c'est un boulot tellement dur qu'en fait, ils peuvent proposer un CDI que la plupart des gens ne vont pas rester. Tu vois? Et c'est pareil dans l'hôtellerie, dans la restauration, etc. Il y a plein de boulots en serveur, on te prend en CDI parce qu'on sait que tu vas forcément lâcher au bout de quelques mois parce que c'est très très dur. Donc, la difficulté des métiers. Et il n'y a aucune solution pour augmenter facilement le salaire de ces métiers. Cela dit, j'ai trouvé une citation de Patrick Martin, le président du BLF. L'année dernière, il disait que durcir les règles d'indemnisation du chômage ne suffira pas. Lui, il ne l'exclut pas. Hein, il ne suffira pas pour atteindre le plein emploi. Et il dit, alors ces chiffres lui appartiennent, mais il dit un durcissement des règles d'indemnisation fera probablement revenir à l'emploi 100 à 150 000 chômeurs, mais pour le reste, ça ne suffira pas. Non, mais bien sûr, de toute façon,
il y a toujours la solution hyper sympa, et c'est quand même mise en œuvre par les gouvernements de toutes ces dernières décennies, de toujours faire en sorte que les gens vivent plus mal, soient plus malheureux et votent pour l'extrême droite. Ça, c'est un projet hyper sympa dans lequel on va évidemment persister parce qu'il fait très plaisir manifestement. On peut toujours baisser le niveau de vie des chômeurs, des salariés, c'est bien ce qui se passe. Enfin, on voit bien l'hiver dernier, les restos du cœur qui ont été à refuser des gens. Donc si ces gens-là ne comprennent pas qu'il y a une souffrance sociale de dingue, c'est complètement idiot. Et en tant qu'employeur, oui, bien sûr que si tu coupes les allocations chômage, les gens vont plus chercher du boulot. Mais si ils n'ont pas les compétences, si les emplois ne sont pas là où ils sont, et s'ils n'arrivent pas à faire ce qu'on leur demande de faire, ils ne tiendront pas. Alors là, c'est des projets de recrutement. Hein. Ouais. Attention, parce que c'est l'enquête BMO, c'est des projets de recrutement dont les employeurs disent ça va être difficile. Et chaque année d'ailleurs, sur la base de cette enquête, on se rend compte qu'en fait, ils y sont parvenus. Enfin, c'est ça. Voilà, il y a des difficultés. Ce qui n'est pas la même chose que ce que toi, tu as découvert à travers cette étude sur notamment des tensions spécifiques sur un certain nombre de métiers. C'est lesquels, justement? Donc ça, c'est une autre étude, effectivement publiée aussi très récemment par la même DARES, alors qui porte sur l'année 2023, mais c'est bien une étude d'avril 2025, et ils ont regardé très précisément donc, les tensions dans tous les métiers. Et donc, ils ont retenu les 30 métiers où il y a le plus de tensions. Et donc, qu'est-ce que c'est que les tensions? C'est vraiment là où il y a le plus grand écart entre l'offre et la demande. Et donc, ils regardent évidemment, donc les tensions, ça va être dans des métiers où on recrute et où les gens, en fait, n'ont pas les compétences. Et ce qu'on regarde, c'est ça qui est marrant, c'est que ça donne une photographie très complémentaire de la tienne, mais effectivement, l'ensemble des deux est tout à fait désespérant, parce que dans ces 30 métiers, mis à part le premier qui est technicien comptable, qui est un métier difficile et qui est mal payé, j'ai regardé, c'est un boulot où tu commences à 1400 € net, alors que ça nécessite d'avoir un BTS de compta, etc. Donc ça n'est pas raisonnable comme salaire. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi mal payé. Dans ces 30 métiers, 23 sont dans l'industrie ou le BTP. Et donc c'est des métiers comme régleur, comme voilà. Et donc les gens tuyauteur, etc. Conducteur de chantier, voilà. Bon, on mettra là aussi l'enquête en lien. Et donc effectivement là, on sait très bien, c'est des grosses raisons culturelles dans les familles. Voilà, toi comme moi, on n'a pas élevé nos enfants en disant je rêve que mon fils ou ma fille soit tuyauteur ou tuyauteuse. Et en fait c'est idiot parce qu'effectivement on ne connaît pas l'industrie et on sait que dans l'industrie, là ces problèmes-là, exactement contrairement aux services, ne peuvent pas être réglés parce que les gens n'ont pas les compétences et c'est difficile de faire en sorte qu'ils les aient. Et là encore une fois, est-ce qu'il y a un problème de salaire? Non. Alors c'est ça qui est très étonnant, c'est que donc ils regardent, donc il y a 7 critères notés de 1 à 5. Et donc il y a le critère d'attractivité salariale. Et dans ces 30 métiers les plus tendus en France, l'attractivité salariale n'est un problème que pour 2 sur les 30. Donc c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que si on suit toujours la même approche économique, avec un marché qui s'autorégule, avec une offre et une demande, c'est pas parce que tu augmenteras de 10, 15, 20% le salaire que tu parviendras à... Ça changera strictement rien. Et il y a un autre aspect très important qui est souligné par les économistes depuis longtemps dans l'étude, c'est le problème géographique. C'est que les gens qui cherchent des boulots ne sont pas au même endroit que là où sont les boulots. Et là, on retombe sur d'autres problèmes, qui est là aussi le libre marché du logement. Ah, c'est chouette, les prix du logement augmentent, c'est génial, personne ne peut se loger, qu'est-ce que c'est bien, vive le marché libre, ma maison elle a pris 10%, qu'est-ce que c'est bien. Ben ça, en fait, c'est connu depuis des années. Un des problèmes majeurs dans l'accès à l'emploi, c'est que le logement est trop cher, parce que le logement, c'est comme le médicament, c'est une rente qui bénéficie un peu aux mêmes gens, aux mêmes catégories sociales. Et oui, et donc en fait, voilà. Donc toute ton approche plaide en faveur d'une régulation, enfin d'une... si je comprends bien, ton propos, c'est bien sur les médicaments on doit faire un lien. C'est ça, tout à fait. C'est qu'il y a quand même une injonction à la régulation. Et puis qu'il y a une hypocrisie, c'est qu'il y a plein de gens qui vont... il y a encore des chiffres qui sont sortis. La France, parmi les pays riches, est le pays en fait quasiment le plus inégalitaire avant redistribution. C'est-à-dire qu'en fait, on a un pays très très inégalitaire qui redistribue beaucoup. Et donc au final, on est un pays un des moins inégalitaires, mais parce que il y a cet énorme État et cette énorme sécurité sociale, mais il y a trop de gens qui se gardent. On passe au courrier du cœur. Oui. Donc Geoffrey Yodry, 95-70, mais si les rentrées d'argent, c'est à propos de l'émission qu'on a consacrée au pétrole, si les rentrées d'argent pour l'État diminuent, la baisse du prix du pétrole n'est-elle quand même pas un bon pour la balance commerciale et donc à long terme bon pour les finances publiques françaises? Alors, la première partie du raisonnement est juste, c'est qu'effectivement, on l'a dit, alors sauf que là, le dollar est remonté depuis l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine, mais bon, mettons qu'effectivement, en tout cas, la baisse du prix du pétrole, effectivement, ça diminue nos importations. Donc il a raison, c'est bon pour la balance commerciale. Mais après, il fait cette confusion
qu'on fait tous, qui est très fréquente en économie, c'est qu'il confond la France et l'État. Ouais. Ce qui est bon pour la France n'est pas forcément bon pour l'État. Donc la balance commerciale, c'est quoi? La balance commerciale, c'est la différence entre ce que le pays exporte et ce que le pays importe. Mais le pays, c'est quoi? C'est les particuliers et les entreprises. Ouais. Et aussi l'État. Si par exemple, on construit une école et qu'on met des ordinateurs chinois dedans, l'État va importer des ordinateurs chinois. Bon, l'État va avoir du mal à exporter, mais bon, l'État peut importer. Mais ce que je veux dire, c'est que la balance commerciale, c'est les décisions des acteurs économiques privés, alors que les finances publiques, c'est le budget d'un acteur très particulier qui est l'État. Donc je maintiens que la baisse du prix du pétrole, j'ai des commentaires dans ce sens, ça va être compensé. Non, non, ta remarque était comme toujours excellente la dernière fois, Benjamin. La baisse du prix du pétrole, la baisse du prix du pétrole, c'est une bonne nouvelle pour les gens, c'est une bonne nouvelle pour l'économie française, mais c'est une mauvaise nouvelle pour les finances publiques. Pour finir, évidemment, le conseil investissement. Oui. Parce que ça me fait toujours marrer. Donc on a parlé des chips. Ouais. On a parlé des œufs. Vous aurez remarqué quand même le lien bouffe. C'est ça. Mais là, on va changer un peu. Ah, alors attends, là c'est quoi alors, Et donc là, mon idée, c'est qu'effectivement, il y a des rationnements de médicaments. Il va y en avoir de plus en plus pour les raisons qu'on a expliquées. Donc je pense que pour les gens qui ont un balcon ou les gens qui ont un jardin, il faut planter des plantes médicinales et se soigner avec des plantes. Et ben voilà, donc c'est le conseil investissement de Gilles. Ah ouais, c'est ça. Non mais pourquoi pas, hein. C'est pas du Warren Buffett, mais presque. Non, ça y ressemble. Ah ouais, c'est joli. Je prends ça comme un compliment. Bah oui. Et puis surtout d'avoir la même espérance de vie que lui. Ouais. Puisqu'à 95 ans, il vient juste de prendre sa retraite. Exactement. Le Warren. Il paraît formidable. L'info insolite. Ah oui, j'allais oublier. La ville de Copenhague. Et d'ailleurs aussi l'ensemble des villes du Danemark ont décidé de récompenser les gens qui se rendent au Danemark en train plutôt qu'en avion. Et donc si vous êtes un touriste responsable, eh ben, vous avez droit à des petits trucs gratuits. Donc il y a quoi par exemple? Eh ben, par exemple, il y a des cours de yoga gratuits, il y a des réductions, il y a des visites gratuites, etc. Et plus, alors leur truc est doublement malin, ils sont forts les Nordiques parfois, c'est que plus on reste longtemps, et donc en fait aussi plus on amortit son déplacement en termes de bilan carbone, plus on gagne des trucs. Ça c'est de la politique de la ville de Copenhague. Hein. Mais c'est aussi, c'est pour Copenhague, mais c'est aussi, j'ai vu, c'est l'Office du tourisme du Danemark. Et donc ça marche aussi pour les touristes étrangers, mais aussi danois, parce qu'évidemment qu'ils pourraient prendre l'avion pour aller dans Et ça c'est effectif là. Ouais, exactement. C'est donc à suivre, parce qu'on verra, non mais c'est à suivre, on va voir si ça marche ou ça marche pas. Et donc là c'est intéressant, parce qu'en fait, en plus, si on fait vraiment le raisonnement économique, c'est une sorte de concurrence par la vertu, c'est-à-dire qu'on va dire, ça sera intéressant que la concurrence peut aussi parfois nous tirer vers le haut, et que donc si d'autres villes suivent, eh ben si, c'est-à-dire que y aura un truc comme ça. Ça nous intéresse de suivre et de savoir effectivement si ça a porté ses fruits, parce qu'on se souvient, tu sais, de toute cette politique ou cette tendance autour de la honte de prendre l'avion. Ouais, ça c'est en Suède. J'entends bien, mais toujours dans les pays nordiques. Tout à fait, c'est ça. Non, mais on pourrait rêver, par exemple, que la ville de Paris fasse la même chose. Oui, mais sans doute, mais est-ce que ça marche? Alors, la honte de prendre l'avion, que je sache, si, ça a marché en Suède, il y a eu un effet très important. Bien sûr que oui. Sinon, dans le reste du monde, c'est un truc de dingue. Le trafic aérien mondial n'a jamais été aussi bien important. Et les chiffres de. Parce que les gens n'arrivent pas à être aussi bien des belles personnes que les Suédois. Donc, évidemment. Donc, moi, la vertu appliquée à l'économie, ça me. Non, mais. Non, je suis désolé, pardon. Pour une fois que tu avais un élan. Non, mais c'est ça. Pour une fois que tu avais un élan. Bah oui. En plus, je te dis, la concurrence nous tire vers le haut. J'essaie de concilier. Je chasse sur le champ cette pensée. Non, mais je vois bien. Cette pensée triste. Non, mais alors que tu étais plein d'élan. Bah oui, c'est ça. Pour une fois que tu nous donnes de livrer. Copenhague, c'est très joli, je conseille. Bon, et ben voilà, on va rester sur ce conseil touristique. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon quart d'heure. Merci à toi, Gilles. Merci à la Maison de l'Île-de-France, encore une fois, de nous accueillir. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.